Derrière chaque enquête criminelle, il y a des femmes et des hommes. Cette émission raconte leur combat pour la vérité. Orvaux, petite commune de la banlieue de Nantes. Cette nuit de février 2017, une famille entière disparaît. Pascal et Brigitte, les parents, Sébastien et Charlotte, les enfants, les Troadec, des gens tranquilles et sans histoire. Personne ne sait ce qui a pu leur arriver. Je suis Jean-Daniel Morin, j'ai 50 ans. Je travaille pour la brigade criminelle depuis 2011. En février 2017, j'étais directeur d'enquête sur le dossier l'affaire Troadec. Cet enquêteur chevronné est alors loin de se douter de l'horreur à laquelle cette affaire va le confronter. Un mélange de jalousie, de paranoïa et de violence extrême, au plus noir de la nature humaine. C'est une affaire qui m'a vraiment marqué. 7 ans après les faits, il me suffit d'y repenser pour me replonger dedans. Très vite, les éléments me reviennent et les images aussi. Ce 23 février 2017, une femme téléphone au commissariat. Elle s'inquiète. Depuis une semaine, elle est sans nouvelles de sa sœur et de son mari. Et c'est pas du tout dans les habitudes de Brigitte et Pascal Troadec, qui sont toujours joignables. Et les jours passent, ils ne le rappellent pas. Et Martine, la sœur de Brigitte Troadec, décide d'appeler la police municipale. Elle signale une disparition inquiétante. Elle explique que les téléphones ne répondent pas. Et la police va décider d'aller faire le tour de la maison, d'aller sonner, d'aller frapper à la porte au domicile des Troadec à Orvaux. Ils sont rentrés avec les pompiers par la fenêtre de la salle de bain. Et rapidement, en rentrant dans le couloir de la maison, ils ont vu des traces rougeâtres. Et à partir de ce moment-là, ils ont préféré stopper toute investigation pour appeler le procureur de la République et pour que nous puissions être saisis des faits. Toute une famille qui se volatilise en une nuit, c'est très rare. Tout de suite, l'affaire est prise au sérieux. Jean-Daniel et ses collègues de la crime vont s'emparer du dossier. Vers 19h45, j'arrive au domicile de la famille Troadec, au 24 rue d'Auteuil, à Orvaux. Et on est rapidement rejoint par les autres collègues de notre service qui se sont rappelés du coup et qui vont revenir au service et aller sur place nous rejoindre. C'était les vacances scolaires, on n'était pas nombreux à la brigade, effectif un peu restreint. Mon collègue Jean-Daniel Morin me demande de l'accompagner. Donc on se rejoint à Orvaux. À Orvaux, c'est un peu comme toutes les communes qui font la ceinture de Nantes, ce sont des communes pavillonnaires assez tranquilles, avec des rues résidentielles. Et c'est le cas de la rue où demeure la famille Troadec. C'est vraiment la maison de Monsieur Tout-le-Monde ou Madame Tout-le-Monde. On a très peu d'éléments. On va arriver, on va prendre contact avec nos collègues du commissariat qui sont déjà là et qui ont recueilli les premiers éléments. Forcément, on a envie de fouiller et d'en savoir un peu plus. On a forcément hâte d'aller voir comment est la maison, quels éléments d'enquête on va pouvoir découvrir et nous permettre de progresser très rapidement. C'est de l'impatience et en même temps un peu d'appréhension parce qu'on se demande ce qu'on va pouvoir découvrir à l'intérieur. Qu'a-t-il bien pu se passer dans cette maison? Face à l'urgence de trouver une réponse, le procureur autorise les policiers à forcer la porte pour y pénétrer. On s'aperçoit déjà dans le garage qu'il y a quelques traces rougeâtres qui semblent vraiment imprégnées dans le ciment. Avant la porte d'entrée qui mène dans le couloir de la maison. Déjà là, voilà, on sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On continue à avancer dans le couloir. Il y a une plante qui est au sol avec de la terre qui est disséminée sur le carrelage. Ça, c'est intriguant. Ça peut être synonyme d'une lutte. Il
fait très froid dans la maison, il fait 8 degrés, on est en plein hiver, ça veut dire que quelqu'un a coupé le chauffage. Aucune présence humaine. Pas de corps non plus, mais dans les chambres, les draps des lits ont été retirés. Le frigo est rempli de produits périmés. Et la vaisselle sale est encore dans l'évier. C'est une maison qui s'est arrêtée de vivre. Et donc se côtoient à la fois des signes d'existence et des signes d'inquiétude qui laissent à penser que la maison n'est plus occupée, comme si ses occupants s'étaient volatilisés. Mais surtout, ce qui va nous attirer, effectivement, c'est ce nombre de traces de sang qui est vraiment très importante, qui va à la fois du sol jusqu'à la rambarde de l'escalier en bois qui mène au premier étage. Bon, après, on va vraiment se focaliser sur ces traces de sang. Cet escalier, c'est vraiment, je pense, moi à mon niveau, lui qui va faire basculer cette affaire, en tout cas à ce moment des constatations, c'est que en montant l'escalier, on va découvrir plein de petites taches de sang, comme s'il avait été nettoyé, mais un peu à la va-vite, en omettant quelques traces. Et là, on va comprendre qu'il y a un cheminement de l'étage jusqu'au rez-de-chaussée, je ne peux pas vous dire dans quel sens, avec une personne qui a perdu du sang. Du sang, les policiers en trouvent également dans la chambre du fils aîné de la famille, Sébastien, 21 ans. On retrouve effectivement un téléphone et des écouteurs qui sont maculés de sang. À partir du moment où on découvre les traces de sang en nombre vraiment important dans la maison, c'est vrai que la thèse qui va être privilégiée, c'est une thèse criminelle et probablement un homicide ou deux peut-être, on ne sait pas vu le nombre de traces de sang, mais on suppose effectivement quelque chose de grave s'est passé dans le domicile. Par qui, comment, ça on ne le sait pas encore. Là, ce qui est étonnant, c'est toute une famille. Le but à ce moment-là va être d'essayer de recouper le maximum d'éléments de preuve. Est-ce qu'ils sont tous morts? Est-ce que quelqu'un est en vie et a été séquestré? Et c'est ça la vraie urgence dans cette enquête. C'est est-ce qu'il y a des gens à sauver? Donc ça, on se le dit, mais on n'a presque pas besoin de se le dire. Hein. On le sait, on est tous dans cette urgence-là. Pour Jean-Daniel et ses collègues, c'est d'autant plus urgent qu'à Nantes, un autre drame familial est encore dans toutes les têtes. Une affaire qui a ému la France entière 6 ans plus tôt. En 2011, sur Nantes, nous avons eu ce que l'on appelle l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, avec plusieurs membres de la même famille qui ont été tués et dont les corps ont été découverts dans l'arrière-cour du domicile. La mère de famille ainsi que les enfants ont été retrouvés enterrés dans le jardin. La seule personne qu'on ne retrouvera pas et qui n'est pas retrouvée pour le moment, il s'agit du père de famille, donc Xavier Dupont de Ligonnès, dont l'enquête est toujours en cours. Et donc tout de suite, dans l'esprit des enquêteurs, comme dans l'esprit des journalistes qui vont couvrir cette actualité, il y a le précédent de Ligonnès et c'est un facteur de poids dans l'enquête qui va être conduite parce que l'affaire de Ligonnès, c'est un peu un traumatisme régional. On va regarder dans le jardin, devant le domicile, savoir si bien de la terre n'a pas été remuée ou savoir si dans le cabanon, il n'existe pas une dalle en béton ou quelque chose qui aurait pu être bougé, déplacé. Il y a une dalle en fait au niveau du petit cabanon qu'on voit un petit peu mise de côté. Donc on va la soulever, on va vérifier qu'il n'y a rien dessous. On va creuser un peu pour s'apercevoir que finalement, c'était une fausse piste, mais il fallait l'écarter tout de suite. Car les similitudes entre les deux affaires ne s'arrêtent pas là. Comme les Ligonnès, les Troadec ressemblent à une famille tout à fait banale, sans problème et sans ennemis. Pascal et Brigitte Troadec, ils ont le même âge, ils ont 49 ans. Ils sont tous les deux nés à Brest et ils ont grandi dans le Finistère. Pascal est électricien dans une entreprise d'enseigne lumineuse. Brigitte travaille au centre des impôts de Nantes. Sébastien et Charlotte sont tous les deux étudiants en BTS. Sébastien fait ses études en Vendée. Il est en BTS système d'information et informatique. Et puis Charlotte, elle se destine à une carrière dans le sanitaire et le social. Sébastien a 21 ans et Charlotte a 18 ans. C'est une famille tranquille, très banale, avec un père très casanier, une mère très présente auprès de ses enfants. Cette famille Troadec, il n'y a pas de raison surtout qu'elle disparaisse. Il n'y a pas de prévision de changement de vie. Personne en tout cas ne peut l'imaginer, que ce soit les collègues de travail ou la famille.
disparition de l'ensemble de la famille. Les statistiques démontrent que très souvent, c'est soit un membre de la famille, soit un très proche qui est à l'origine de cela. Il est logique que les enquêteurs se posent la question de savoir si Pascal, par exemple, aurait pu commettre l'indicible, ou si Sébastien, par exemple, aurait pu aussi le faire. Certains membres de la famille cacheraient-ils des secrets? Jean-Daniel Morin va suivre cette piste et s'apercevoir que le fils Sébastien a déjà eu affaire à la justice. En 2013, Sébastien a fait l'objet d'une procédure de garde à vue et également a eu une sanction pénale parce qu'il avait posté sur un forum de jeux vidéo des menaces en disant que le lendemain, il allait venir dans son établissement scolaire et qu'il allait tuer tous ses camarades. Donc forcément, le profil nous surprend. Et ce n'est pas tout. Le portable de Sébastien a été le dernier à émettre. Plus étonnant encore, alors que les voitures de Pascal et Brigitte sont toujours garées devant la maison, celle de Sébastien est introuvable. Logiquement, ça entraîne des suspicions le concernant. Pourquoi pas se dire, est-ce qu'il n'a pas pu tuer les autres membres de sa famille? Donc ça devient un suspect très rapidement. Sébastien Troadec, c'était vraiment un jeune ado très investi sur les réseaux sociaux, sur les sites de jeux en ligne. Et donc les policiers vont tout de suite se plonger dans son passé numérique et aller exhumer ses posts sur Twitter, sur Instagram, sur tous les sites et forums de discussion. Et ils vont se rendre compte que ce garçon, des années auparavant, semblait tourmenté. Bon, il n'est pas bien dans sa peau, il se plaint de ses parents, de son père qui est colérique, et on sent un mal-être chez cette personne qui est apparemment très renfermée. Est-ce que c'est un défouloir ou est-ce que c'est un besoin de vider sa colère? Est-ce que la colère aurait pu s'exprimer différemment par le passage à l'acte? Sébastien est donc le suspect numéro 1. La police émet un avis de recherche et se lance à sa poursuite. Très rapidement, les services du procureur de la République décident de diffuser des fiches de recherche en faisant effectivement référence à cet antécédent judiciaire qu'a pu avoir Sébastien dans son passé. Dans cette fiche de recherche, il a indiqué de ne prendre aucun risque, de faire appel rapidement aux services de police et de surtout pas intervenir, puisqu'on ne sait pas si effectivement Sébastien peut être l'auteur des crimes, s'il peut être armé. Dans le doute, mieux vaut prendre toute précaution utile. Sébastien est soupçonné d'avoir mis en place un funeste projet visant à supprimer les membres de sa famille et peut-être lui-même. En parallèle, les enquêteurs interrogent l'entourage du garçon. Et le doute s'installe. Malgré ses problèmes passés, il n'a pas le profil d'un tueur. Sébastien était un garçon assez torturé quand il avait 15-16 ans. Les amis de son établissement scolaire disent qu'en réalité, c'est un jeune homme de 21 ans désormais qui se sent bien dans sa peau, qui, comme tous les jeunes de son âge, fait la fête, est à l'aise dans la vie. Il a l'air plutôt épanoui dans ce qu'il fait, dans son BTS, assez porté sur l'informatique. Oui, ça reste quelqu'un qui est un peu geek, mais comme beaucoup de jeunes. Mais en tout cas, il n'est pas décrit comme un éventuel psychopathe. Et on ne voit pas comment il aurait pu s'en prendre à toute sa famille. On comprend que même s'il a pu avoir à un moment de sa vie une sorte de phase de déprime ou de détresse, à avoir un peu des pensées un peu morbides, ça semble être une époque révolue. On écarte finalement très rapidement l'idée que Sébastien, dans un geste de désespoir, parce qu'il irait très mal, aurait commis des faits très graves à l'encontre de sa famille. Ce n'est plus envisageable du tout à ce moment-là. Cette piste vraiment de Sébastien, elle est réelle au départ, et pour autant, elle va être vite balayée et avec certitude. Les jours passent. La famille est introuvable. L'inquiétude grandit. Mais une découverte improbable, à 250 km de là, va relancer l'enquête. Et puis il y a un premier rebondissement le 1er mars, c'est une joggeuse dans un bois de Dirinon, qui est une petite ville pas très loin de Brest. Et dans ce bois, la joggeuse, en courant, va trouver le pantalon, la carte avec le nom de Charlotte Troadec, avec la photo de Charlotte Troadec, et elle va aussitôt prévenir les gendarmes.
quelques heures après, on va retrouver sur une autre commune 2 livres de jeunesse qui portent la référence Pascal Troadec. Les enquêteurs se disent, est-ce que quelqu'un est en train de jouer avec nos nerfs ? Qui s'amuse à disséminer des indices? Pourquoi ces livres? Pourquoi ce pantalon? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous intrigue que ces éléments aient été retrouvés à 250 km de Nantes, parce que si c'est un membre de la famille, les 4 personnes de la famille Troadec, il n'y a aucune raison qu'ils aillent dans cette direction. Pourquoi aller à 250 km pour se débarrasser d'objets alors qu'on peut s'en débarrasser beaucoup plus près? Quel est l'intérêt? On a l'impression que le meurtrier, comme dans les plus beaux romans policiers, commence à jouer avec les enquêteurs. On se dit, on est face à quelqu'un qui va essayer de disséminer les indices un peu partout. C'est l'hypothèse du jeu de piste qui commence à se mettre en place, en se disant que là où les personnes qui ont pu faire ça prennent plaisir à cacher dans différents endroits les éléments qui pourraient nous faire progresser dans l'enquête. Malgré leurs recherches, les enquêteurs ne trouvent rien d'autre dans cette zone. Ils n'ont toujours aucune piste sérieuse. Et puis il y a un coup de théâtre. Le lendemain, c'est que la voiture de Sébastien est retrouvée à Saint-Nazaire, sur la place du village. Le 2 mars 2017, ça nous a informé que le véhicule Peugeot 308 de Sébastien vient d'être découvert à Saint-Nazaire. Il est décidé d'envoyer des enquêteurs de Nantes très rapidement sur les lieux pour voir ce véhicule et voir son état, voir s'il est ouvert, fermé, est-ce qu'on peut découvrir des éléments à l'intérieur. Et là, tout de suite, il y a un périmètre de sécurité qui est mis en place et la voiture va être embarquée pour être emmenée au commissariat de police. La voiture est minutieusement inspectée. Les techniciens de la police scientifique la passent au Blue Star, un produit qui permet de repérer des traces de sang, même quand elles ont été effacées. Grâce au Blue Star, on va découvrir des traces de sang qui vont apparaître au niveau de la banquette et du coffre. Et c'est le sang de la famille Troadec. À partir de là, vu qu'il y a des traces de sang dans la maison, qui sont toujours introuvables, et que cette fois, non seulement le véhicule de Sébastien, qui était la pièce manquante de l'enquête, est retrouvé, mais qu'en plus, il y a du sang dans la voiture de Sébastien, c'est le scénario noir pour la police, qui se dit que les Troadec sont sans doute morts. Pour nous, la famille a été transportée dans le véhicule Peugeot 308, et on se dit que l'auteur ou les auteurs des faits sont servis de ce véhicule pour transporter les corps, tout simplement. Et on est donc confronté à peut-être un triple, voire quadruple meurtre. Et la voiture de Sébastien n'a pas fini de livrer ses secrets. Des analyses techniques vont être menées à l'intérieur de ce véhicule. Et puis on va trouver aussi des traces d'ADN. On a un ADN retrouvé du côté conducteur du véhicule, sur le rétroviseur intérieur et sur une bouche d'aération, ce qui correspond forcément à l'ADN de quelqu'un qui a conduit ce véhicule. L'ADN est-il celui du meurtrier? Des analyses sont lancées en urgence. Après quelques heures, le résultat tombe. L'ADN que l'on trouve dans la voiture de Sébastien Troadec, en fait, c'est l'ADN d'Hubert Cahuissin. Hubert Cahuissin, c'est le compagnon de Lydie Troadec, qui elle-même est la sœur de Pascal Troadec. Hubert Cahuissin, il a 46 ans, il n'est pas connu des services de police, il n'a même jamais eu un PV de sa vie. Pour les policiers, c'est un illustre inconnu. Hubert Cahuissin est inconnu des services de police, mais son ADN, comme celui de tous les proches de la famille, avait été prélevé au tout début de l'enquête. On a forcément un suspect qui est tout trouvé. Ce n'est pas le véhicule d'Hubert Cahuissin. Que faisait-il avec ce véhicule, dans ce véhicule? Et comment a-t-il réussi à prendre ce véhicule situé à Orvault pour l'emmener jusqu'à Saint-Nazaire? Pour nous, l'enquête prend un tournant décisif. Bon, il n'y a pas de sentiment de victoire, il n'y a pas de cri de joie, il y a juste une satisfaction déjà que l'enquête elle avance vite pour avoir la vérité, et parce que c'est la seule chose qui nous anime, la principale chose qui nous anime, c'est la découverte de la vérité. Hubert Cahuissin était donc dans la voiture. Mais rien ne le relie aux traces de sang de la maison. Le lendemain pourtant, l'étau se resserre. Le 3 mars,
Donc le lendemain de la découverte de la Peugeot 308, le laboratoire génétique nous informe qu'une trace génétique a été découverte sur un verre qui était posé dans l'évier de la cuisine au domicile de la famille Troadec à Orvaux, et que cette trace appartient à Hubert Kawissin. Donc, ça veut dire qu'il était là peu de temps avant que la vie ne s'arrête dans cette maison, et qu'on a besoin de savoir pourquoi et comment il est parti, et il a tout à nous raconter. Est-ce que Hubert Kawissin est capable d'être passé à l'acte, de s'être rendu à Orvaux, d'avoir tué 4 personnes? Pour nous, on a le suspect, on commence à avancer, on se dit, voilà, on va peut-être arriver rapidement à savoir qui est l'auteur des faits. Le 5 mars 2017, nous partons tous en convoi pour se rendre donc, au petit matin à partir de 6 h au domicile de Lydie Troadec et de Hubert Kawissin à la ferme du Stang à Pont-de-Buis pour procéder à l'interpellation du couple et au placement au garde à vue. Il y a plein de questions qu'on souhaite lui poser et on souhaite avoir les réponses très rapidement. La conviction que nous avons au moment où nous décidons d'interpeller, c'est que c'est le tueur, ou en tout cas qu'il était présent au domicile et qu'il a participé à dissimuler les corps. Est-ce qu'il était tout seul? Est-ce qu'ils étaient plusieurs? On ne le sait pas. Il y a un mélange d'impatience. On a envie de le voir et de l'avoir en audition pour qu'il puisse s'expliquer sur toutes les questions que nous avons et sur tous les éléments de preuve que nous avons pu recueillir sur une enquête qui dure une dizaine de jours, mais qui est quand même très dense en informations. Et c'est l'envie d'avoir les explications et puis de savoir ce qui a pu arriver à la famille Troadec. Face aux enquêteurs, Hubert Kawissin commence par parler de sa vie et de son parcours. Hubert Kawissin, c'est un vrai Breton. Il est né à Brest, il a grandi à Brest, et puis surtout, il a commencé à travailler à l'Arsenal de Brest à 16 ans comme chaudronnier. Il a passé des concours internes, il a eu des promotions. Il rencontre Lydie Troadec sur Internet en 2006. C'est le coup de foudre. Ça va très vite entre eux. Quelques semaines après leur rencontre, Lydie Troadec présente son nouveau compagnon Hubert à ses parents, et puis elle va aller s'installer chez lui. Et en 2008, le couple donne naissance à un petit garçon. En 2012, Hubert Kawissin, il va avoir une promotion professionnelle, il va rejoindre le site de l'île Longue, il va travailler sur l'entretien des sous-marins nucléaires. Mais le bonheur est de courte durée. Lydie tombe malade, Hubert développe une sensibilité à certains bruits. C'est un peu le début de quelque chose de noir au sein de ce foyer, au sein de ce couple. Hubert Kawissin déprime. Hubert Kawissin dit que les sons qu'il entend beaucoup plus puissamment qu'à la normale lui parasitent la vie et lui pourrissent la vie. Son état va évidemment devenir très problématique, à savoir une grande fatigue, beaucoup d'irritabilité nerveuse, émotionnelle, et une situation qui va faire qu'il va devoir arrêter son activité professionnelle, ce qui va aussi être un marqueur important par rapport à leur existence à tous, puisqu'ils vont se recroqueviller sur eux-mêmes. Ils vont se retirer au bout d'un peu de temps dans une propriété très isolée. Le couple va se couper du monde. Il s'installe avec son fils dans une ferme isolée au milieu de nulle part, à Pont-de-Buis, à 30 minutes de Brest. Très peu de personnes savent qu'ils vivent là. Ils vivent vraiment renfermés l'un sur l'autre. Une ferme au milieu d'une forêt d'une 30aine d'hectares, c'est vraiment un endroit reculé du monde. Début 2017, Hubert Kawissin a repris le travail depuis 5 mois. Il sort d'un burn-out de 3 ans. Au moment de son interpellation, Hubert Kawissin est donc un homme dépressif, renfermé sur lui-même. Pendant sa garde à vue, les enquêteurs vont en plus comprendre qu'il était en conflit avec Pascal et Brigitte Troadec. Il va tout simplement et assez facilement expliquer les tensions qui existaient et va faire référence à une affaire d'or qui aurait existé au sein de la famille
Hubert Cahuissin y vit depuis des années avec une obsession et une certitude, c'est que sa belle famille a piqué des pièces et des lingots d'or, qu'ils ont détourné un héritage familial de pièces d'or, et il vit avec l'idée que cet héritage lui a été spolié et que ce qui lui revenait ne lui est pas revenu. Il est convaincu que les Troadec sont des voleurs. Hubert Cahuissin se livre facilement sur sa vie. Il donne même aux enquêteurs un mobile potentiel. Mais il nie avoir un lien avec la disparition de la famille. Les enquêteurs abattent leur carte maîtresse. Son ADN retrouvé dans la voiture et dans la maison. Il va essayer de s'expliquer, Hubert, en disant « Oui, c'est normal, lorsque je suis venu en mars 2014, je suis rentré, j'étais aux toilettes et je suis reparti. » Ce à quoi mon collègue va lui répondre en disant que son empreinte génétique a été retrouvée sur un verre dans l'évier de la cuisine au moment de nos constatations, donc le 23 février 2017. On n'est pas 3 ans en arrière. Et à partir de ce moment-là, Hubert Cahuissin va livrer sa vérité et va passer aux aveux de façon assez spontanée. Ce soir du 16 février, sur un coup de tête, Hubert Cahuissin quitte la ferme de Pont-de-Buis, direction Orvault, à 250 km. Il arrivera à Orvault en toute fin de soirée, donc on est sur les alentours de 23h minuit, dans l'idée d'écouter la famille, tout ça dans le but de procéder à des recherches et d'accumuler des preuves sur le fait que la famille Troadec aurait volé ce fameux trésor. Hubert Cahuissin arrive avec tout le matériel pour essayer d'écouter ce qui se passe. Un stéthoscope pour écouter à la porte. Et lui dit qu'il est venu avec un appareil photo, un petit carnet, un crayon pour prendre des notes. Et il les a espionnés. Il faisait noir, il faisait froid. Et il va rester rôder autour de cette maison pendant plusieurs heures. Il est dans une situation de surveillance dissimulée de cette famille qui vit tranquillement sa soirée chez elle. Finalement, il va profiter d'un moment où Brigitte laisse la porte de la buanderie, donc à l'arrière du domicile, ouverte pour faire venir son chat, qui est à l'extérieur. Il va en profiter, il va rentrer. Hubert Cahuissin se cache dans le garage. Il attend que tout le monde s'endorme. Et à ce moment-là, il va faire du bruit. Ce qui va réveiller Pascal et Brigitte, qui dorment à l'étage. Ils vont descendre. Hubert Cahuissin, dans son audition, va déclarer que Pascal Troadec descend avec un pied de biche et qui lui dit aussi les mots « je vais te tuer ». Hubert et Pascal, les deux beaux-frères, sont face à face. La surprise est totale. L'intrus tente de désarmer Pascal Troadec. Il va désarmer Pascal Troadec en lui prenant le pied de biche des mains. Il va lui asséner un coup. Pascal Troadec s'effondre. Brigitte essaye de saisir le téléphone pour appeler la police. Elle reçoit aussi un coup de pied de biche. Sébastien reçoit aussi un coup de pied de biche. Et Hubert Cahuissin va les frapper un à un, violemment, armé du pied de biche. Et tous vont s'écrouler les uns après les autres dans cette maison. Je reste toujours surpris de l'être humain et de ses capacités à commettre le mal. J'aurais jamais pensé qu'un seul homme puisse tuer 4 personnes. Ça reste des personnes de sa famille. Il les connaît, il a même un attachement particulier pour Charlotte, qu'il va quand même tuer. Et c'est incroyable de pouvoir arriver à une telle extrémité de tuer 4 personnes. Et c'est pas un dossier commun non plus. Ça fait 20 ans que je suis enquêteur à la police judiciaire de Nantes. Je ne pense pas le revoir dans ma carrière. On a l'impression qu'Hubert Cahuissin est rentré dans cette maison pour essayer d'avoir des informations.
et qu'il a été surpris, et que dans une sorte de scène qui serait une forme de légitime défense, il serait sorti vainqueur d'une bagarre que les uns et les autres auraient menée individuellement contre lui, et que la seule solution pour lui était de tuer chacun des habitants de cette maison. Hubert Kaouissin a toujours prétendu, d'une part, qu'il s'est retrouvé face à 4 personnes dans cette maison et donc qu'il s'est d'abord défendu. Alors il s'est beaucoup défendu puisqu'il a réussi à tuer ces 4 personnes. Ce qui s'est passé dans cette maison, c'est d'une violence absolue, c'est d'une horreur inouïe. Ça va au-delà du film d'horreur. Et l'horreur ne s'arrête pas là. Après avoir tué les 4 membres de la famille, le meurtrier va expliquer aux policiers médusés comment il a fait disparaître les corps. Hubert Kaouissin va prévenir mon collègue en disant « Attention, là je viens de vous donner la partie soft du récit. La partie qui suit va être beaucoup plus dure. » C'est très surprenant. Mes collègues se demandent ce qui va se passer par la suite. Hubert Kaouissin sort de cette maison, il laisse derrière cette maison le silence et 4 morts. Il va prendre sa voiture et faire 300 km pour rentrer à Pont-de-Buis. Il arrive chez lui à peu près vers 7 h du matin. Il a des vêtements ensanglantés et il va tout de suite annoncer à Lydie qu'il a fait quelque chose de grave. Alors que son compagnon vient de lui avouer le meurtre de son frère, de sa belle-sœur et de leurs enfants, Lydie Troadec ne le dénonce pas. Au contraire, cette femme pourtant discrète qui ne faisait pas de bruit va devenir sa complice. Lydie va laver les vêtements d'Hubert. Elle va aller au supermarché du coin acheter des grands sacs poubelles de 130 litres pour probablement soit chercher à dissimuler les corps, soit chercher à dissimuler les vêtements ou des affaires qui appartenaient à la famille de Brigitte et Pascal. Hubert et Lydie vont le soir même partir tous les deux en direction de la maison d'Orvaux. Hubert et Lydie arrivent à Orvaux. Lydie se gare à distance du domicile. Hubert entre seul dans la maison et il va procéder à un nettoyage méthodique de la totalité de la maison. Alors même que les corps sont présents, ça dure des heures et des heures et des heures. Et puis, à la fin, il va falloir réfléchir à ce qu'on fait des corps. Il va décider que tout doit disparaître. C'est ce qu'il dira. Tout doit disparaître. Et donc, il va décider de charger les corps dans la voiture. Il va utiliser la voiture de Sébastien. Il va hisser les 4 corps à l'arrière de la voiture. Il va les recouvrir de sacs poubelles. Et il va refaire un long trajet de 300 km du domicile d'Orvaux vers sa ferme de Pont-de-Buis au fin fond du Finistère. Hubert et Lydie vont rentrer à Pont-de-Buis dans une sorte de convoi funeste. La première voiture est celle conduite par Hubert, à l'intérieur de laquelle il y a 4 corps, suivis par le véhicule de Lydie, qui donc pendant ces 300 km va docilement suivre cette voiture dans laquelle il y a le corps de son frère, de sa belle-sœur, de son neveu et de sa nièce. Il va emmener les corps dans sa ferme et il va les réduire à néant. Il avait dit tout doit disparaître, c'est ce qu'il va faire. Il va les démembrer, il va les découper et il va réduire cette famille à poussière et à néant. C'est vraiment un anéantissement de la famille Troadec. Il restera à l'issue 300 grammes d'os. C'est l'anéantissement total. Même dans la mort, ces gens n'existent plus. Au total, les aveux d'Hubert Kaouissin auront duré plus de 8 heures. Ils restent gravés dans la mémoire de Jean Daniel. Il s'est livré assez facilement, finalement, comme si il se confiait. Pour avoir lu et relu ses aveux plusieurs fois, je suis à chaque fois surpris de la précision et des souvenirs qu'il peut avoir de chaque élément. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est peut-être un détail, mais même après être passé aux aveux, il prend le temps de relire son audition, ce qui est tout à fait normal. Mais il va prendre le temps de corriger les fautes d'orthographe qu'il peut y avoir ou qu'il peut voir.
Et finalement, ce détail montre que, à ce moment-là, tout ce qu'il vient de lire et de relire ne l'affecte pas plus que ça. Il vient d'avouer 4 meurtres et il se préoccupe quand même de savoir s'il y a des fautes d'orthographe. C'est vraiment particulier dans l'esprit. Une fois les aveux recueillis, les policiers entendent sa compagne et complice, Lydie Troadec, 48 ans, la sœur de Pascal. Elle aussi raconte tout en détail. Elle va expliquer qu'elle a aidé petit à petit à nettoyer les affaires, nettoyer la voiture de Sébastien qui avait contenu les corps, ce qui veut donc dire qu'elle a nettoyé le sang de son frère, de sa belle-sœur et de ses neveux et nièces. Elle va dire qu'elle a aidé à déplacer cette voiture à Saint-Nazaire où on l'a retrouvée au mois de mars. Mais par contre, elle n'a aidé en rien à l'anéantissement des corps de la famille. Le 6 mars 2017, Hubert Kawissin et Lydie Troadec sont mis en examen. Lui pour assassinat et atteinte à l'intégrité des cadavres. Elle pour modification de l'état des lieux d'un crime et recel de cadavres. Ils sont placés en détention provisoire. Pour le juge d'instruction, il faut maintenant vérifier les déclarations d'Hubert Kawissin. Jean-Daniel et son équipe vont devoir valider l'horreur. Le 8 mars 2017, les 2 juges d'instruction en charge du dossier décident d'aller sur les lieux, à la ferme du Stang à Pont-de-Buis, en compagnie d'un très grand nombre d'enquêteurs. C'est une ambiance particulière, le silence se fait sentir, et aussi le poids du dossier, parce que on va quand même chercher des éléments appartenant à 4 victimes. Tout ça en plein mois de février, tous munis de bottes à patauger dans la Gadoue en cordon et à suivre surtout être aux aguets des indications d'Hubert Kawissin. Habituellement, nous allons chercher des corps. Là, nous allons chercher des morceaux de corps. L'état d'esprit est bien différent. C'est un moment qui restera parce que je nous revois arriver, je nous revois chercher et je revois le visage de mes collègues à mes côtés au moment où nous allons commencer les constatations dans la ferme. Les visages sont marqués, ils sont fermés et ils sont silencieux. On ne va pas prêter attention dans un premier temps à des ronciers qui sont situés sur les côtés quand nous descendons. Et on découvrira plus tard que des morceaux de peau et de chair ont pu être jetés en haut de ces ronciers. Et là, forcément, même en tant qu'enquêteur de la police criminelle, on est tous interloqués parce qu'on n'a jamais vu ça. C'est la ferme de l'horreur, avec tout ce qui va avec. Ce ciel lourd, cette pluie, ces bâtiments austères, c'est presque un décor de cinéma et malheureusement, on est dans la réalité. Au bout de ces 2 jours de constatation, nous allons finir par retrouver 379 éléments de corps et de peau dissimulés un petit peu partout dans la propriété. L'émotionnel va reprendre le dessus et se dire on sort d'une journée terrible. On l'a fait ensemble parce que c'est notre travail, mais voilà, ça dépasse notre cadre habituel de travail. C'est l'enquête qui a été la plus dure psychologiquement à vivre. C'est vrai que les éléments qu'on va découvrir font que ces 2 journées-là, puisque nous sommes présents le 8 mars et le 9 mars, resteront dans les souvenirs. Pourquoi une telle violence? Pourquoi cette élimination méthodique de toute une famille? Les enquêteurs se penchent sur le mobile du crime, cette histoire de magot, de lingots d'or dont a parlé Hubert Kawissin. Mais a-t-il seulement existé? Au moment de la Deuxième Guerre mondiale, l'État français va faire partir une partie de ses réserves d'or vers le Canada. Et donc, des réserves d'or vont être chargées de toute urgence alors que les Allemands arrivent sur des bateaux qui vont partir du port de Brest. Et une caisse de 50 kilos d'or serait tombée à l'eau.
sans que jamais la Banque de France ne la retrouve. Et l'histoire raconte que des gens ont plongé pour récupérer cet or au fond de la rade de Brest et que cet or est resté dans le quartier de Recouvrance, qui est un des vieux quartiers historiques de Brest, qui est le quartier des Marins. Dans ce quartier, Pierre Troadec, le père de Pascal et Lydie, avait un immeuble dans lequel il aurait découvert par hasard ce fameux magot. Qu'il en aurait parlé au cours d'un repas de famille en disant que plus tard, il en parlerait. Et malheureusement, il est décédé lors d'une intervention chirurgicale, donc il n'a pas eu le temps d'en parler vraiment ni à sa compagne, ni à ses enfants. La femme de Pierre Troadec, Renée, n'a jamais vu cet argent. Elle ne sait pas où il a pu être. Pierre Troadec meurt en 2009 et emporte avec lui son secret. Malgré tout, une nouvelle croyance s'installe dans la famille via sa femme Renée. Renée Troadec, elle va échafauder une théorie qu'elle va raconter aux enquêteurs. Elle va dire qu'en 2010, alors qu'elle a été hospitalisée et qu'elle est en maison de repos, son fils Pascal vient lui demander si elle peut lui prêter les clés de son domicile près de Brest. Et il en a profité pour subtiliser l'or qu'avait trouvé mon mari. Un or qu'elle n'avait pourtant jamais vu, dont elle ne savait pas où il était dans la maison. Mais elle va dire que, selon elle, Pascal Troadec s'est emparé de cet or en son absence. On a du mal à déterminer d'où cette histoire vient. Soit c'est Renée Troadec qui en a parlé à Hubert Kawissin, soit c'est Hubert Kawissin qui en a parlé à Renée Troadec. Ce qu'on sait, c'est que entre eux deux, cette discussion va s'installer et va devenir comme une sorte de vérité, dans leur esprit en tout cas, une sorte de certitude inébranlable que le grand-père Troadec avait trouvé de l'or et que cet or, il a disparu et que Pascal l'a volé. Au fur et à mesure de leurs investigations, les policiers mesurent l'ampleur du fantasme familial. La paranoïa de Renée et Hubert sur cet or volé dure depuis longtemps. En juillet 2014, 3 ans avant les meurtres, ils avaient même organisé une réunion de famille pour en parler. Lydie a dans son soutien-gorge un magnétophone qu'elle déclenche au moment où son véhicule arrive sur les lieux et qui va conduire à l'enregistrement de l'ensemble de la scène. Il y a 4 ou 5 heures d'enregistrement. C'est une réunion familiale à laquelle ils sont convoqués. Il y a une incrédulité au moment où Hubert va leur dire « il y a beaucoup d'argent caché quelque part ». Et la retranscription de cet enregistrement a été versée au dossier judiciaire et on y entend clairement le couple Troadec, Brigitte et Pascal, tomber des nues. Brigitte dit « mais c'est quoi ce délire? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'or ?» Elle regarde Hubert Kawissin, elle lui dit « et tu crois qu'on aurait creusé le sol? Tu crois qu'on a creusé le sol pour trouver de l'or? C'est quoi cette histoire débile ?» Hubert va dire au cours de ce repas « pour des sommes pareilles, on éradique des familles entières ». Quand on y repense aujourd'hui, évidemment que cela est extrêmement important dans l'analyse qu'on peut faire de ce quadruple homicide. Même si l'histoire semble incroyable, les enquêteurs analysent le patrimoine de la famille Troadec. Ils vont même chercher des comptes à Monaco, en Suisse, en Andorre. Ils ne trouvent rien. Aucun compte caché, aucune fortune de la famille Troadec n'a été mise en évidence. À la fin de l'enquête, nous n'avons aucun élément qui laisse présumer de l'existence réelle de ce magot. Personne n'a vu le moindre lingot d'or, la moindre pièce d'or. Je suis pour ma part persuadé que ce magot n'existe pas. Les Troadec n'avaient pas d'or. C'était des gens qui vivaient comme des millions de Français de manière ordinaire et modeste. S'il y a eu de l'or, c'était uniquement dans la tête d'Hubert Kawissin. Obsédé par un magot imaginaire, Hubert Kawissin était-il dans son état normal au moment des 4 meurtres? Avant le procès, les experts psychiatres se penchent sur le dossier. Hubert Kawissin, il est, selon les psychiatres, dans un délire de persécution. Il est dans une paranoïa absolue. Les psychiatres vont considérer qu'au moment des faits, son discernement est altéré. Ce qui est très intéressant, c'est cette idée que le délire est en réseau. Ça veut dire à la fois chez Lydie et chez Hubert. Et que le délire de l'un entraîne le délire de l'autre, et que la manière de réagir de l'autre va accroître
le délire du premier. Ça fonctionne comme des spirales qui seraient les unes contre les autres, de telle sorte que ça monte en puissance au fil du temps. Avec Hubert Kawissin, tout est sujet à interprétation. Il va ausculter le train de vie des Troadec, il va monter un dossier informatique qu'il va baptiser Crapule, il va vraiment traquer les moindres faits et gestes des Troadec pendant des années. C'est pour ça que l'affaire Troadec, faut vraiment la regarder comme une affaire au long cours. C'est pas juste une nuit d'horreur, la nuit du 16 au 17 février 2017. C'est vraiment une mécanique destructrice qui s'est mise en place et qui court pendant des années et des années. « 22 juin 2021, le procès s'ouvre devant la cour d'assises à Nantes. Hubert Kawissin est jugé pour meurtre et risque la perpétuité. Lydie Troadec est jugée pour recel de cadavres et modification de l'état des lieux d'un crime. Elle risque 3 ans de prison maximum. 4 ans après les faits, le souvenir de cette famille massacrée hante encore tous les protagonistes de ce dossier hors norme. C'est un procès très dur. Il y a une ambiance très lourde dans la cour d'assises de Nantes. C'est un procès sans larmes, comme si l'horreur des faits avait pris le pas sur tout. C'est un procès écrasé sous le poids de l'horreur, très éprouvant. La défense va plaider l'altération du discernement. Hubert Kawissin pourrait ainsi éviter la perpétuité. L'enjeu pour nous, c'était d'insister sur cette personnalité très singulière d'Hubert Kawissin, une personnalité qui, pour nous, devait permettre de considérer que la responsabilité pénale d'Hubert Kawissin était amoindrie par rapport à quelqu'un qui aurait commis les mêmes actes, évidemment, dans une situation, on va dire, psychiatrique, entre guillemets, normale. Hubert Kawissin, au procès, il est égal à lui-même. Extrêmement bavard, répondant à toutes les questions. Il est dans la minutie, il est dans le détail et il est toujours dans l'acrimonie à l'encontre des défunts. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'ils considèrent toujours qu'ils ont volé de l'argent. C'est-à-dire que même au moment du procès, même 4 ans après les faits, il apparaît comme un homme toujours convaincu qu'il y avait de l'or et que cet or lui a été volé, spolié, retiré. Lydie, quant à elle, n'est plus la même qu'à l'époque des faits. Elle ne partage plus le délire d'Hubert. Lydie en est sortie, probablement aussi parce qu'elle était moins intégrée finalement dans ce délire. Et puis le fait d'être libre, de pouvoir reprendre un contact avec une vie normale, le fait aussi d'être éloigné d'Hubert Kawissin fait que le délire en réseau ne peut plus marcher, puisqu'ils ne sont plus ensemble au quotidien. Elle va fondre en larmes et elle va dire « Je regrette d'avoir cru à cette histoire d'or parce qu'il n'y avait pas d'or. Et je me suis laissé embarquer dans cette histoire et quand j'en vois les conséquences, je le regrette. » Lydie Troadec met un coup d'arrêt à toute cette théorie de l'or qui était le principal mobile de son compagnon. L'avocat général requiert la perpétuité pour Hubert Kawissin et 3 ans ferme à l'encontre de Lydie Troadec. Il faudra attendre la toute fin du procès après 3 semaines, quand on lui donne la parole une dernière fois pour que Hubert Kawissin esquisse des regrets et qu'il formule des excuses à la famille de Pascal et de Brigitte Troadec. Le 7 juillet 2021, après 7h30 de délibéré, la Cour rend son verdict. 30 ans de réclusion pour Hubert Kawissin et 3 ans de prison, dont 1 avec sursis pour Lydie Troadec. Ce qui veut donc dire que Lydie Troadec a été condamnée à 2 ans d'emprisonnement ferme. Elle a été incarcérée à l'issue de ce procès, alors qu'elle comparaissait libre. Il est clair que la Cour et le jury ont eu la sagesse de condamner cet homme à une peine qui a tenu compte de son état mental, psychiatrique à l'époque des faits et avant les faits. Et je pense que c'est effectivement un excellent verdict qui a tenu compte de la personnalité d'Hubert Kawissin. Je crois que c'était indispensable, mais ça n'était pas effectivement certain d'avance. La maison d'Orvaux, mise en vente, n'a toujours pas trouvé preneur. Les noms des victimes sont encore sur la boîte aux lettres. Jean-Daniel Morin repasse de temps en temps dans cette rue. 7 ans plus tard, il a toujours du mal à chasser l'horreur.
Il y a l'éléphant au pied de la porte qui est resté en place. Ah, c'est toujours difficile de revenir sur les lieux en sachant vraiment ce qui s'est passé par la suite. Et là, je reviens avec tout ce que j'ai appris au cours de l'enquête et tout ce que je sais maintenant et toutes les sensations qui ont pu être emmagasinées au cours de cette enquête. C'est toujours un peu bizarre. C'est vraiment le point de départ et le point final de ce drame.